Le téléphone sonne à 23h40, dans le bureau du Kremlin, où Joseph Staline n'a pas encore retiré sa tunique grise. À l'autre bout du fil, un homme brisé, sorti de prison il y a quelques mois à peine, et qui joue sa dernière carte. Viktor Semyonovitch Abakoumov, ancien ministre de la Sécurité d'État, arrêté 1 an plus tôt pour avoir falsifié l'affaire dite des médecins, sait qu'il ne lui reste plus qu'un seul exemplaire de lui-même à offrir. Il dit qu'il détient des documents. Il dit qu'il faut écouter. Staline tire sur sa pipe, exhale une longue bouffée et prononce un seul mot. Parler. Ce qui sort de la bouche d'Abakoumov, dans la nuit moscovite du 27 février 1953, c'est le nom du plus grand maréchal soviétique. Georgi Konstantinovitch Zhukov. 4 fois héros de l'Union soviétique, 2 fois décoré de l'Ordre de la Victoire, l'homme qui a pris Berlin, l'homme que le monde entier appelle le maréchal de la Victoire. Abakoumov dépose 3 chemises sur la table, par la voix, puisqu'il n'est pas dans le bureau. Il sait que Staline déteste les longs discours. Il sait aussi qu'un homme qui revient de la Loubianka n'a plus rien à perdre, et que la vérité, même trafiquée, même assaisonnée, peut tuer plus sûrement qu'une balle. La première chemise contient des sténogrammes, datés de mai 1945, à Berlin, juste après la victoire. Des conversations entre Zhukov et les généraux américains Eisenhower et Bradley. Conversations enregistrées par un agent soviétique placé dans l'entourage d'Eisenhower et conservées hors des archives officielles, dans les coffres que le ministre déchu avait appris à connaître quand il était encore tout-puissant. Selon Abakoumov, une phrase y revient comme un leitmotiv, une phrase que Zhukov aurait prononcée devant les Américains. Si les politiciens ne s'entendent pas, la responsabilité doit être prise par les militaires. La phrase est isolée, arrachée à son contexte, mais Staline, lui, n'a que faire du contexte. Il n'entend que le mot « militaire ». La deuxième chemise est un inventaire. 37 tableaux de maîtres anciens, 120 kg d'argenterie, 18 tapis persans, des meubles français du XVe siècle, de la porcelaine de Dresde provenant du château de Bizdrev, le tout saisi dans les bagages des officiers supérieurs de l'armée rouge lors de l'avance sur Berlin. Valeur estimée, plusieurs millions de roubles au cours d'avant-guerre. Officiellement, tout cela devait garnir les musées soviétiques, comme le voulait la décision du comité central. Mais selon Abakoumov, une partie de la cargaison aurait échoué dans l'appartement moscovite de Zhukov et dans sa datcha de Sokolniki, hors livre, hors inventaire, hors contrôle. Staline, dit-on, ne scille pas, il note. La troisième chemise est la plus trouble. Elle contient des témoignages, venus d'anciens subordonnés de Zhukov, évoquant un cercle d'officiers personnellement dévoués au maréchal, une sorte de promesse mutuelle, une assurance en cas de changement politique au sommet. Abakoumov lui-même, plus tard, aurait avoué que cette troisième partie était en partie inventée, une construction mêlée de fragments vrais, comme un plat saupoudré de piment pour passer la fadeur. Mais sur le moment, dans la nuit du 27 février, Staline n'a aucun moyen de trancher. Et peu lui importe au fond. Ce qui compte, c'est que le soupçon existe. Ce qui compte, c'est qu'il existe avant la fin. Staline fixe rendez-vous pour le lendemain, à 10h du matin, précise. Il raccroche. La pipe se consume dans un cendrier de cristal. Et dans la lumière jaune du bureau, derrière les rideaux tirés sur la Moskova gelée, le dirigeant à la santé déclinante, 73 ans, des bruits courts sur ses absences, ses traits tirés, ses doigts qui tremblent imperceptiblement quand il croit qu'on ne regarde pas, prend une décision. Pas celle d'arrêter Zhukov. Pas encore. Celle de convoquer Abakoumov le lendemain et de lire chaque ligne, chaque annotation, chaque virgule. Le 28 février 1953, à 10h du matin, Abakoumov est introduit. Staline lit le dossier en présence de son auteur. Il relit la phrase sur les militaires 3 fois de suite, à voix basse, presque pour lui-même. Puis il relève la tête et pose sa première question. Qui d'autre a vu ces documents ? Abakoumov répond que personne, qu'ils ont été conservés hors des archives principales, dans un coffre dont lui seul connaissait la combinaison. Staline demande pour qui ? Abakoumov répond
d'une voix qui cherche à ne pas trembler. Pour l'État. La formule est vieille, soviétique, approuvée. Staline la goûte, la retourne, et prononce la mise en garde qui vaut sentence. Si un mot filtre, vous répondrez de votre propre tête, Viktor Semyonovitch. Le ministre déchu hoche la tête. Il a compris. Désormais, il est otage de son propre témoignage. Ce que Staline fait ensuite n'a rien d'un coup de théâtre. C'est un calcul de longue haleine. Zhukov, pour lui, est un problème ancien, trop populaire, trop indépendant, trop aimé d'une troupe qui n'a pas oublié la parade de la victoire sur la place Rouge en juin 1945. Après la guerre, il l'a déjà éloigné une fois, en l'envoyant commander le district militaire d'Odessa, un poste doré en apparence, un purgatoire en réalité, loin du Kremlin et des microphones. Puis il l'a envoyé plus loin encore, dans l'Oural, à Sverdlovsk, comme pour vérifier que l'ours domestiqué ne gronde plus. Et chaque fois, faute d'un remplaçant à la stature suffisante, il a fallu rappeler le maréchal. Le renvoyer, puis le ramener. Le punir, puis le réinstaller. Un balancier qui use autant celui qui le pousse que celui qui le subit. En cette fin d'hiver 53, le calcul change de nature. Staline vieillit. Beria rôde. Malenkov observe. Khrouchtchev prend des notes. Le jeu de la succession a commencé sans que personne ose le nommer. Et dans ce jeu, un militaire aussi populaire que Zhukov devient un arbitre potentiel. Un homme sur lequel plusieurs factions aimeraient s'appuyer, et que tous préféreraient neutraliser. Staline ne supporte pas les arbitres. Il préfère les pièces sur lesquelles il garde la main, ou les pièces hors de l'échiquier. Le 1er mars 1953, le maître du Kremlin convoque le général Nikolai Sidorovitch Vlassik, chef de sa sécurité personnelle depuis plus de 20 ans. L'homme qui dort dans le couloir, qui connaît ses habitudes, qui sait lire ses silences. Vlassik arrive. Staline lui fixe un rendez-vous pour le surlendemain, le 2 mars, à 21h, sous un prétexte d'apparence banale, planification stratégique, échange de vues. Mais derrière ce motif officiel, il y a un autre rendez-vous, officieux, dont Vlassik comprend la nature sans avoir besoin qu'on la lui explique. Il faut préparer le bureau, vérifier les micros, les doubler pour la forme, ajouter un magnétophone de secours au cas où le premier flancherait. Il faut renforcer les postes de garde aux portes du Kremlin, Troïtsk, Borovitsk, Spassk, comme on renforce le périmètre d'une ville assiégée. Il faut une voiture prête, moteur tournant, prêt à conduire un homme à la Loubianka en moins d'un quart d'heure, dans le plus grand secret, par une porte de service. Vlassik, qui a tout vu, qui a tout couvert, qui a survécu à tant de fluctuations, ne pose aucune question. Il sort. Il fait ce qu'on lui a dit de faire. Le piège est tendu. À Moscou, en cette fin de l'hiver 53, personne ne sait encore que la mécanique du pouvoir russe vient de s'enclencher une dernière fois. Ni Abakoumov, qui a joué son va-tout et qui paiera pour, ni Vlassik, qui a obéi comme toujours, ni Zhukov, qui termine sa journée en pensant à la Corée, aux rapports à finir, aux décorations à porter pour la prochaine cérémonie, ni Staline lui-même, dont le cœur, déjà, flanche dans l'ombre. Mais cela, c'est une autre histoire, et elle commence dans 3 jours, à Kuntsevo, sur un tapis, dans la nuit. Pour comprendre ce qui se joue dans le bureau de Staline le 2 mars 1953, il faut d'abord regarder le dossier posé sur la table, ouvert à la première page. Un portrait de Guerguy Konstantinovitch Zhukov, non pas dessiné par un peintre, mais tracé par un homme qui a passé 2 décennies à le surveiller, à le cajoler, à l'éloigner, à le rappeler. Le portrait est un réquisitoire, mais l'écriture est fine, presque tendre, parce que Staline connaît ses faiblesses mieux que personne. Il connaît l'orgueil démesuré de son maréchal, ses colères subites, sa franchise maladroite,
son incapacité presque totale à l'intrigue. Il connaît aussi sa susceptibilité sur ses mérites, ce sentiment têtu que l'Union soviétique lui doit plus qu'elle ne lui rend. À côté du portrait, une note écrite au crayon rouge, de la main même de Staline. 5 mots, tracés d'une écriture anguleuse. Commencer par la flatterie. En dessous, une autre ligne, presque rayée mais encore lisible. Orgueil, faiblesse principale. Et plus bas, surnom à facilement déséquilibré. Staline sait ce qu'il fait. Il ne s'agit pas de juger Zhukov, ni même de le piéger par hasard. Il s'agit de le piéger avec méthode, en jouant de ses cordes les plus sensibles, comme un violoniste connaît les notes qui font vibrer le bois et celles qui le font craquer. Car Staline prépare cette rencontre depuis 1 mois. Chaque détail a été pesé. Chaque mot a été répété dans l'isolement du bureau, à voix basse, devant la fenêtre qui donne sur la Moskova. Le plan tient en 3 étapes, inscrites sur 3 feuillets distincts, numérotés au crayon, comme un scénario de théâtre qu'on jouerait à un seul spectateur. La première étape s'intitule simplement « Contact ». Staline sait que Zhukov aime qu'on lui parle de ses batailles. Pas de la grande politique, pas des intrigues du présidium, mais des plans d'encerclement, des cartes d'état-major, du bruit des chars à Stalingrad, du grondement des défenses allemandes à Koursk. Alors Staline commencera par là. Il évoquera l'opération Uranus, l'encerclement de la 6e armée allemande, Paulus, le froid de l'hiver 42. Il évoquera Koursk, les 48 jours de préparation. Non, 50, rectifiera-t-il, pour voir si Zhukov corrige, et Zhukov corrigera, parce que la précision sur Koursk est sa fierté intime. Les 6 lignes défensives, les milliers de canons antichars, les champs de mines, tout cela sera servi avec mesure, sur le ton d'un homme qui s'intéresse sincèrement aux questions militaires, parce que Staline, dans un certain sens, s'y intéresse. Il écoute, il acquiesce, il fume. Le maréchal sent que l'atmosphère est détendue. La deuxième étape s'intitule « Accusation ». Staline a sorti la phrase de 45, celle qu'Abakoumov lui a livrée quelques jours plus tôt. Il la lira à voix haute, lentement, en marquant une pause après chaque groupe de mots, comme un procureur qui savoure un réquisitoire. Puis il passera à l'inventaire des trophées, en procédant par catégorie, d'abord les tableaux, puis l'argenterie, puis les tapis, puis les meubles français, puis la porcelaine de Dresde. À chaque article, une nouvelle pause. Pas d'indignation, pas de cri. Juste la lecture froide d'une liste et l'attente. Le silence après le dernier article. C'est dans ce silence que Staline visera. Tout cela pour les musées, Tavarich Maréchal ? La question est rhétorique. Elle est un couteau qu'on plante sans bruit. La troisième étape s'intitule « Acculé ». C'est la plus dangereuse, la plus calculée. Staline évoquera le fameux cercle d'officiers loyaux à Zhukov. Il ne parlera pas de complot, le mot est trop lourd. Il préfère laisser l'hypothèse flotter, comme une odeur dans une pièce close. Quand un maréchal s'entoure d'hommes qui lui sont personnellement dévoués, est-ce une armée ou une menace ? La question encore sera rhétorique. Staline attendra que la colère monte. Il sait que Zhukov, à ce stade, ne pourra plus se contenir. Le maréchal se lèvera. Sa voix deviendra rauque. Et c'est alors qu'il prononcera la phrase prévue dans le scénario, la phrase qui revient dans les notes comme un piège à loup. Si vous me considérez comme traître, fusillez-moi. Staline ne répondra pas tout de suite. Il laissera ses mots résonner. Puis il dira, d'une voix presque douce, qu'il ne l'accuse de rien, qu'il l'accuse seulement d'imprudence, que l'imprudence dans ce pays tue plus sûrement que la trahison. Voilà ce que dit le dossier. Voilà ce que Staline a passé 1 mois à mettre au point. Et derrière ce scénario, il y a l'idée simple, presque triviale, qu'on peut briser un homme sans tirer un seul coup de feu, si l'on connaît l'angle exact où sa cuirasse est la plus fine. Car Staline ne veut pas tuer Zhukov. Pas encore. Pas tout de suite.
L'arrestation est prête, la voiture attend, les micros sont en place, les gardes sont renforcés, le texte du mandat est rédigé dans un tiroir, mais Staline, en cet hiver 53, a encore besoin de son maréchal. Il a besoin de lui comme on garde un couteau dans un tiroir, certain qu'on ne s'en servira pas, mais rassuré par sa présence. Tant que Zhukov est humilié, craintif, exilé, il ne sert personne d'autre. Tant que Zhukov a besoin de revenir, il peut être rappelé. Tant que Zhukov ignore la frontière exacte entre la disgrâce et la mort, il se tient tranquille. Mais derrière ce calcul de police, il y a un autre calcul, plus secret encore. Staline vieillit. Les rumeurs courent dans les couloirs du Kremlin sur ses absences, ses silences, ses doigts qui tremblent quand il croit qu'on ne regarde pas. Malenkov visite les ministères. Beria reçoit des visiteurs tardifs. Khrouchtchev prend des notes. Un jour, pas si lointain, il faudra choisir un successeur, ou gérer une succession. Dans ce moment-là, un militaire aussi populaire que Zhukov devient un problème insoluble. Trop visible pour être ignoré, trop aimé pour être emprisonné sans risque, trop fier pour s'agenouiller sans rompre. Staline veut briser cet homme-là, non pas pour le punir, mais pour le rendre inutile, malléable, prêt à servir n'importe quel maître qui lui laissera sa datcha. Voilà pourquoi le piège est pensé dans ses moindres détails. Voilà pourquoi la rencontre a fixé le 2 mars, à 21h, dans le bureau du Kremlin, et pas ailleurs. Le bureau est un théâtre. Staline en est le metteur en scène. Il en a réglé l'éclairage, la pipe, les volumes de Marx et de Lénine sur les rayons, les portraits à moitié dans l'ombre. Il sait où Zhukov s'assiera. Il sait où il se lèvera. Il sait à quel moment il frappera la table et à quel moment il baissera la voix. Tout est écrit. Et quand le rideau se lèvera, dans 3 jours, le plus grand héros vivant de l'Union soviétique marchera dans un piège dont il ne soupçonne même pas l'existence et qui lui aura coûté 1 an de silence, une décennie de méfiance et peut-être la vie. Du moins, c'est ce que croit Staline en signant l'ordre de convocation. Du moins, c'est ce qu'il croit en posant son crayon rouge sur le bureau, en allumant une nouvelle pipe, en demandant qu'on ne le dérange plus jusqu'au soir. Car Staline, dans son calcul, a oublié une variable. Il a oublié Beria. Il a oublié que le piège qu'on tend à un autre se retourne souvent contre celui qui l'a posé. Et surtout, il a oublié que son propre cœur, lui aussi, est un terrain miné, et que le 2 mars 1953, à 21h, il ne sera pas dans son bureau pour accueillir le maréchal. 3 jours plus tard, à Kuntsevo, étendu sur un tapis, la tempe contre le bois du bureau, il n'aura même plus la force de tirer sur sa pipe. Mais cela, bien sûr, c'est une autre histoire. Et elle commence par un coup de fil dans la nuit, celui d'un homme brisé qui livre le nom du plus grand maréchal soviétique. Le général Nikolai Sidorovitch Vlassik est de ces hommes dont la fonction semble invisible et dont l'absence suffirait à paralyser un empire. Plus de 20 ans qu'il tient la porte du maître, qu'il répond aux appels, qu'il ouvre les dossiers, qu'il connaît les silences de Staline mieux que ses propres battements de cœur. Le 1er mars 1953, en sortant du bureau du Kremlin, Vlassik applique les ordres avec la méticulosité d'un horloger qui sait qu'une seule roue de travers peut faire sauter tout le mécanisme. Les micros cachés sont vérifiés 2 fois. Une fois par les techniciens du MGB, une fois par lui-même, derrière les boiseries, derrière les tableaux, derrière les pieds de la grande table. Un appareil de secours est prévu au cas où le premier rendrait l'âme en pleine séance, et les magnétophones de réserve sont alignés dans une pièce voisine, prêts à enregistrer la moindre respiration. La voiture noire attend dans la cour intérieure, moteur tournant, chauffeur en place. Le trajet jusqu'à la Loubianka est chronométré, étudié, nettoyé de tout obstacle. Les postes de garde aux portes du Kremlin, Troïtsk, Borovitsk, Spassk, sont renforcés, doublés, éclairés. Vlassik sait ce que tout cela signifie. Il sait aussi qu'on ne pose pas une telle mécanique pour une simple conversation. Mais Vlassik est un soldat de l'ombre. Son rôle n'est pas de comprendre. Son rôle est d'exécuter. Le soir du 2 mars, il fait son rapport à Staline,
d'une voix neutre, presque nue. Tout est prêt. L'équipement fonctionne correctement. Staline hoche la tête. Le piège est désormais une question d'heure. À 19h, le 2 mars, un mot laconique est porté au domicile moscovite de Joukov. Le mot est tapé à la machine, signé d'un paraphe que tout le monde reconnaît et qui pèse plus lourd qu'une sentence. Je vous prie de vous trouver dans mon bureau le 2 mars à 21h pour l'examen de questions de planification stratégique. I. Staline. 3 lignes, pas une de plus. Le messager est un officier de la sécurité personnelle, qui ne rentre pas, qui tend la feuille, qui attend. Joukov reçoit le mot à 19h30. Il le lit, le relit, le repose sur la table. Puis il se lève. C'est un homme à rituel. Avant chaque rencontre officielle, il choisit son uniforme. Ce soir-là, il choisit la grande tenue, celle des grandes occasions, avec les 4 étoiles dorées de héros cousues sur la poitrine, et les 2 ordres de la victoire, étoiles de diamant, portées au cou par un ruban rouge. Il se regarde dans la glace. Il ne voit pas le piège. Il voit un maréchal invité chez le maître pour parler stratégie, comme tant de fois auparavant, comme tant de fois depuis la guerre. Il enfile sa casquette, sort de l'appartement, descend l'escalier de son immeuble silencieux où les concierges se sont déjà habitués à ce pas régulier, à cette silhouette droite, à ce regard qui salue sans s'arrêter. La voiture qui l'attend est une Pobeda noire, banale, presque modeste pour un homme de son rang. Moscou, à cette heure, n'est qu'un théâtre d'ombre. La Tverskaya est vide, les réverbères projettent des halos jaunes sur la neige fondue, les passants sont rares, emmitouflés, invisibles. Joukov, assis à l'arrière, ne pense pas au piège. Il pense à la Corée, à la course aux armements, aux notes qu'il a laissées sur son bureau, aux fonctionnaires du ministère de la Défense qu'il devra voir le lendemain. C'est un homme qui a l'habitude des briefings tardifs, des convocations imprévues, des nuits blanches au Kremlin. Ce soir-là est un soir comme un autre. La Pobeda glisse dans les rues désertes. Le moteur ronronne. Le chauffeur conduit sans mot dire. Le maréchal regarde défiler les façades, sans rien voir. À 20h45, derrière les murs du Kremlin, Staline répète mentalement son scénario. Il marche de long en large dans son bureau. Il tire sur sa pipe. Il relit la note au crayon rouge, comme un acteur qui revoit ses fiches avant d'entrer en scène. La pipe, les volumes de Marx et de Lénine sur les rayons, les portraits à peine éclairés, tout est en place. Il sait ce qu'il dira à Stalingrad. Il sait ce qu'il dira à Koursk. Il sait où il posera la question sur les musées. Il sait où il lancera la phrase sur le cercle d'officiers. Et il le sait avec une précision qui frise le mépris, à quel moment Joukov se lèvera, à quel moment sa voix se brisera, à quel moment il faudra taper du poing sur la table pour rappeler que le maître, ici, c'est lui. À 20h58, la Pobeda noire s'arrête devant l'entrée latérale du Kremlin. Joukov en descend, ajuste son uniforme, vérifie machinalement ses décorations. Il est en retard de 3 minutes. Un détail. Presque rien. Mais Staline, lui, compte les minutes comme d'autres comptent les obus. Le retard sera noté. Il sera interprété. Et Joukov, qui ne le sait pas encore, vient de perdre la première manche d'une partie dont il ignore les règles. À 21h03, la porte du bureau s'ouvre. Staline, debout près de la fenêtre, ne se retourne pas tout de suite. Il finit de tirer sur sa pipe, pose la main sur le rebord, puis pivote lentement. Le maréchal entre, se met au garde à vous, salue. Staline l'invite à s'asseoir, désigne un fauteuil, s'assoit lui-même, avec cette lenteur calculée qui est sa marque. Le silence dure 6 secondes. Puis le maître attaque. Vous souvenez-vous du plan d'encerclement de Paulus, Tovarich maréchal ? Le ton est détendu, presque cordial. Staline évoque Stalingrad, les cartes dépliées sur la table, le froid de l'hiver 42, le piège tendu à la 6e armée allemande. Joukov se détend.
Il répond. Il précise. Le piège est déjà en place. Et Zhukov parle de tacticien à tacticien, comme deux officiers devant une carte d'état-major. Puis Staline glisse vers Koursk. 50 jours de préparation, dit-il. Zhukov, sans hésiter, rectifie. 48 jours, Iosif Vissarionovitch. Le détail est minuscule, la précision est parfaite. Staline note. La conversation glisse ensuite vers Berlin, la chute du Reichstag, la signature de la capitulation. C'était des temps simples, dit Staline. Zhukov tend la perche. La guerre est toujours plus simple que la paix, Tovarish Staline. C'est le moment que Staline attendait. Il retourne la phrase, sans changer de ton, comme on retourne un couteau dans une plaie. Surtout quand il s'agit de mots, Georgi Konstantinovitch. Des mots prononcés aux mauvaises oreilles. Pause. Le silence tombe. Staline ouvre une chemise, en sort une feuille, lit à voix haute, lentement, en marquant chaque groupe de mots. Si les politiciens ne s'entendent pas, la responsabilité doit être prise par les militaires. La phrase de Berlin, 45. La phrase qu'Abakoumov a sortie de son coffre. Zhukov blêmit. Cela se voit, même dans la lumière tamisée du bureau. Il essaie de contextualiser, parle de coordination militaire, d'échanges avec les alliés, de zones de communication. Staline coupe, d'un geste sec. Ce n'est pas technique, Georgi Konstantinovitch. C'est politique. Puis il enchaîne, sans transition, sur le deuxième dossier. Les 37 tableaux. Les 120 kg d'argenterie. Les 18 tapis persans. Les meubles français du XVe siècle. La porcelaine de Dresde. Il lit l'inventaire comme on lit un acte d'accusation. À la fin, la question fuse. Tout cela pour les musées, Tavarish Maréchal ? Zhukov se lève. La colère monte. Il parle fort, il parle mal, il parle vrai. Dit que les musées ont reçu leur part. Dit que les officiers avaient le droit de rapporter quelques souvenirs. Dit que la guerre laisse des cicatrices que la bureaucratie ne comprend pas. Staline reste assis, la pipe au coin des lèvres, impassible. Il lance sa phrase prévue, mot pour mot. Montrez-moi un papier signé de ma main autorisant l'exportation de valeurs de musée à usage personnel. Le papier n'existe pas. Zhukov le sait. Staline le sait. Le silence pèse. Le maréchal, à cet instant, joue sa carte. Elle est presque maladroite, mais elle est sincère. Si vous me tenez pour voleur, Tovarish Staline, dites-le franchement. Voleur ou héros de guerre ? Staline, sans se lever, sans hausser la voix, prononce la phrase qui cloue le maréchal sur place. Les deux, Georgi Konstantinovitch. L'histoire connaît cela. Puis il passe à la troisième vague, la plus dangereuse, le cercle d'officiers, la promesse mutuelle, l'assurance en cas de changement politique. Quand un maréchal s'entoure d'hommes qui lui sont personnellement dévoués, dit Staline, cela ne crée pas une armée, Tovarish Zhukov. Cela crée une menace pour l'État. Zhukov craque. Il se lève d'un coup, renversant au passage le cendrier de cristal. Sa voix devient rauque. Il parle de démission, il parle de retour à l'Oural, il parle d'honneur bafoué. Staline reste assis, les mains posées à plat sur la table, et dit, d'une voix presque douce, la phrase prévue dans son scénario depuis un mois. Je ne vous accuse pas de complot, Georgi Konstantinovitch. Je vous accuse d'imprudence. Le silence qui suit est celui d'un champ de bataille après le cessez-le-feu. Puis, dans ce silence, Zhukov prononce la phrase qui va tout changer. Il se penche vers Staline, baisse la voix et dit qu'il a des raisons de croire qu'il existe une menace contre lui, Iosif Vissarionovitch, sérieuse, venue d'un homme qu'il tient pour son compagnon. Staline ne bronche pas. Il attend la suite. Le piège, qui devait se refermer sur Zhukov,
vient de s'ouvrir sur autre chose, sur Beria, sur la succession, sur le cœur même du pouvoir soviétique. La bombe, Zhukov l'a posée sur la table comme on pose un dossier brûlant qu'on hésitait à ouvrir. Il vient de dire le nom que personne n'ose prononcer dans les couloirs du Kremlin en cette fin d'hiver 53. Beria. Staline, pour la première fois depuis le début de l'entretien, ne maîtrise plus la scène. Ses doigts se crispent à peine sur le rebord du bureau. Sa pipe s'éteint sans qu'il songe à la rallumer. Il répète, comme pour vérifier qu'il a bien entendu. Continuez. Le mot est sec, presque rauque. Zhukov, lui, a retrouvé une sorte de calme. Le calme des hommes qui savent qu'ils viennent de jouer leur dernière carte et qu'il n'y a plus rien à perdre. Le maréchal parle d'un homme qu'il a vu plusieurs fois dans le cercle médical du Kremlin. Un certain colonel Sergueï Mikhailovitch Vinogradov, chef du service thérapeutique de l'hôpital réservé aux dirigeants. Vinogradov, selon Zhukov, serait venu le trouver en secret, 3 semaines plus tôt, hors de tout canal officiel. Il lui aurait parlé, à mots couverts, d'une réunion chez le professeur Konchalovsky, au cours de laquelle on aurait évoqué des substances, des dosages, des effets lents. Staline ne dit rien. Il fait signe de continuer. Zhukov explique alors pourquoi Vinogradov est venu à lui, et non aux organes de sécurité. Pourquoi un médecin du Kremlin contourne la hiérarchie pour parler à un militaire à la retraite. Parce que Beria contrôle le MVD, dit Zhukov, d'une voix blanche. La phrase tombe dans le bureau comme une pierre dans un puits sans fond. Staline se lève. Il fait quelques pas, arpente la pièce de long en large, les mains nouées dans le dos, le pas lent. Il ne regarde pas Zhukov. Il regarde la fenêtre, la Moskova, les toits enneigés, comme s'il cherchait dans le paysage urbain une réponse qu'il ne trouve pas. Puis il parle, presque pour lui-même. Beria est dangereux, intelligent, impitoyable, ambitieux. Il s'arrête, se retourne. Il me remplacera. C'est logique. C'est dans l'ordre des choses. La phrase est terrible, parce qu'elle dit la vérité que Staline refuse de dire à voix haute depuis des mois. Qu'il est mortel, qu'il est en train de finir, que le jeu de la succession a déjà commencé sans lui. Zhukov, debout de l'autre côté du bureau, ne baisse pas les yeux. Staline revient s'asseoir. Il demande des preuves, des noms, des dates, des lieux. Il prend un crayon, un carnet, et note d'une écriture appliquée. Zhukov cite les noms que Vinogradov lui aurait confiés. Zaveniagui, l'adjoint de Beria au MVD. Merkulov, son ancien patron au MGB, limogé puis discrètement rappelé. Kaboulov, le dernier des lieutenants, celui qui gère les prisons sensibles, les interrogatoires, les disparitions discrètes. Staline note chaque nom, chaque fonction, sans interrompre. Puis Zhukov donne les rendez-vous. Le 15 février 1953, à l'hôpital du Kremlin, une conversation entre Beria et le professeur Konchalovsky. Staline arrête de noter. Il relève la tête, et pour la première fois, son visage semble vieilli. Le 20 février, un dîner au restaurant Arakvi, un lieu qu'affectionne l'élite du régime, entre Zaveniagui et Merkulov. Le 23 février, une réunion chez Beria, dans sa datcha de la banlieue moscovite, une réunion dont Vinogradov aurait eu connaissance par un infirmier de confiance. Staline finit de noter. Le silence qui suit dure près d'1 minute. La décision vient, comme une sentence, mais d'une autre nature que celle prévue dans le scénario du début de la soirée. Staline dicte un ordre verbal au crayon. Vinogradov sera convoqué le lendemain, interrogé, mais hors du MVD, hors de Beria. Staline précise, par le MGB, sous contrôle direct du présidium, pas par les canaux habituels. Il referme le carnet.
Puis il pose la question qui est au cœur de tout le reste. Que faut-il faire, Gueorgui Konstantinovitch ? Joukov, avec la franchise qui est sa faiblesse et sa grandeur, répond du tac au tac. « Je suis militaire, Tovarish Staline, pas policier. La décision est la vôtre. » Staline ouvre alors un tiroir, sort une chemise épaisse et la pose devant Joukov. À l'intérieur, un ordre de nomination, déjà rédigé, déjà signé. Le maréchal est nommé au commandement du district militaire d'Odessa. Voyage par le train de Koursk, le 3 mars à 10h du matin. Tout est prêt. Le billet, la voiture, la garde. Staline explique la logique, d'une voix presque mesurée. Odessa, c'est la mise à l'abri. Loin du Kremlin, loin des jeux. Le temps de traiter Beria, sans panique, sans effusion. Staline pèse chaque mot. Il sait ce qu'il fait. Il éloigne le seul militaire capable de peser dans une succession, mais il le fait en lui donnant un poste, pas un cachot. Il l'écarte, mais il ne le brise pas. Puis vient la mise en garde, prononcée lentement, à voix basse, comme un avertissement qu'on lance à un homme qu'on respecte. Si l'information se révèle fausse, Gueorgui Konstantinovitch, Odessa sera longtemps votre sanction. Si elle se confirme, vous la prendrez. Peut-être pas tout de suite, peut-être dans des mois. Et vous comprendrez alors que cet entretien vous a sauvé la vie. Joukov prend la chemise. Il ne dit rien. Staline se lève, il raccompagne le maréchal vers la porte, et dans le couloir, à mi-voix, presque confidentiellement, il prononce une autre phrase, celle qu'il a gardée pour la fin, comme un regret de tacticien. Vous êtes un bon chef militaire, Gueorgui Konstantinovitch. Peut-être le meilleur. Mais la politique n'est pas votre affaire. Dans la politique, le plus fort n'est pas celui qui gagne. C'est le plus rusé. Joukov, à cet instant, est un homme qui sort du bureau du Kremlin la tête pleine de phrases à double sens, d'ordres à exécuter, de questions sans réponse. Il marche dans le couloir désert, ses décorations brillant sous les appliques, suivi d'un officier de la sécurité qui ne le quitte pas d'une semelle. Il signe l'ordre de nomination à un bureau. Il sort du Kremlin par une porte latérale. Il rentre chez lui dans la nuit. Le piège qui devait le broyer s'est transformé en autre chose. Staline, en une soirée, a réussi 3 opérations en apparence contradictoires. Il a humilié Joukov sur les trophées, l'a menacé sur les mots de Berlin, l'a envoyé à Odessa. Mais il a aussi obtenu de lui une information que personne d'autre ne lui a livrée. L'existence d'un complot Beria avec des noms, des dates, des lieux. Il a éloigné le maréchal pour qu'il ne serve pas de drapeau à une faction. Et il lui a promis, sans rien promettre, qu'il serait informé le jour où Beria serait neutralisé. Joukov, dans la voiture qui le ramène, ne sait pas que cet entretien va probablement lui sauver la vie. Il sait seulement qu'il a été pendu et dépendu dans la même soirée, et que la corde, encore une fois, est celle de Staline. Il ne sait pas non plus que dans 48 heures, à Kuntsevo, dans une autre datcha, à quelques kilomètres de celle où il vit, Staline sera étendu sur un tapis, la tempe contre le bois du bureau, incapable d'appeler à l'aide. Et que tout ce qui vient d'être décidé dans cette soirée sera suspendu, puis repris, puis trahi, par d'autres mains que les siennes. Le 2 mars 1953, à 22 heures passées, le maréchal Joukov rentre chez lui. Il défait ses décorations, il défait son uniforme. Il pose la chemise avec l'ordre de nomination sur la table de nuit. Il ne dort pas. À 5 heures du matin, il est déjà réveillé, assis dans le noir, fixant le plafond. La Pobeda noire l'attend en bas. Le train de Koursk part à 10 heures. Direction Odessa. Direction l'oubli. Direction la survie. Le 3 mars 1953, à 10 heures du matin, le maréchal Joukov monte dans le train de Koursk à la gare de Moscou.
Il voyage avec 2 officiers de la sécurité personnelle qui ne le quittent pas d'une semelle et qui ne sont pas là pour le protéger. Ils sont là pour le surveiller. Le wagon est réservé, les rideaux tirés, le couloir vide. Odessa est à plus de 1000 km au sud. Le train s'ébranle dans le fracas métallique des aiguillages, et Joukov regarde défiler les faubourgs enneigés sans rien dire. Il ne sait pas encore qu'en cette même journée, à une trentaine de kilomètres à l'ouest du Kremlin, dans la datcha de Kuntsevo où Staline a ses habitudes, une autre histoire est en train de finir sans bruit. Le 3 mars au soir, Staline travaille tard dans son bureau. C'est une habitude qu'il n'a pas abandonnée, même à 73 ans, même avec les doigts qui tremblent et la voix qui s'éteint par moments. Ce soir-là, comme tant d'autres soirs, il lit, annote, dicte, reçoit. Le secrétaire particulier, Piotr, est dans la pièce d'à côté. Les gardes sont dans le couloir, derrière une consigne qui n'a jamais varié. On ne dérange pas le dirigeant quand il travaille. On ne frappe pas. On n'entre pas. On attend qu'il sonne, qu'il appelle, qu'il ouvre la porte lui-même. La règle est ancienne, absolue, et c'est une règle qui va tuer son auteur. Vers les derniers moments de la soirée, Staline se lève. Sa main cherche l'accoudoir, ne le trouve pas. Un vertige. Une perte de coordination, brutale, comme un fil qu'on coupe. Il tente d'appeler la garde. Sa voix ne sort pas. Elle reste dans la gorge, étouffée, presque inaudible. Il tente de se lever tout à fait. Ses jambes cèdent. Il tombe sur le tapis, la tempe contre le bord du bureau. La douleur est violente. La conscience s'éteint par à-coups. Le dirigeant gît, seul, derrière une porte fermée, dans une pièce vide, dans une datcha entourée de gardes qui ne bougeront pas. La consigne est claire. Pas d'entrée sans convocation, pas de coup frappé, pas de questions posées. Les gardes du couloir vérifient l'heure, échangent un regard, se taisent. Personne n'ose déranger Staline après 22 heures. Personne n'imagine qu'à l'intérieur, le maître ne respire plus qu'à peine, la tempe contre le bois, le corps allongé sur le tapis, les doigts raidissant lentement. La nuit passe. Le 3 mars se termine sans témoin. Le 4 mars commence sans alerte. C'est seulement le matin du 4 mars, vers 10 heures, quand l'heure n'est plus concevable, que les gardes se décident enfin. La porte est ouverte. Staline est retrouvé, à demi inconscient, la tempe enflée, incapable de parler. L'alerte est donnée. Le téléphone est décroché. Les membres du présidium sont appelés en urgence. Beria, Malenkov, Khrouchtchev, Boulganine. Ils arrivent vite. Ils se réunissent dans le salon voisin. Et là commence une étrange délibération dont les minutes ont été racontées ensuite par des témoignages contradictoires. Car il ne s'agit pas d'appeler immédiatement les médecins. Il s'agit d'abord de se mettre d'accord, de tenir une concertation, comme si la vie du maître relevait d'une décision collective et non d'un réflexe. Beria, selon plusieurs témoins, aurait minimisé l'état du dirigeant. Malenkov aurait parlé de fatigue. Khrouchtchev aurait temporisé, proposant d'attendre les conclusions. Boulganine aurait suivi le mouvement. Le temps passe. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le téléphone vers l'hôpital du Kremlin n'est pas décroché. Ce n'est que le soir du 4 mars, près de 18 heures, qu'on appelle enfin les médecins. Le professeur Loukomski, neurologue, arrive. L'académicien Vinogradsky, spécialiste des maladies vasculaires, arrive peu après. Plus tard, dans la nuit, le docteur Mieznikov sera convoqué à son tour. Le diagnostic tombe, sans appel, sur le bureau improvisé en salle d'urgence. Hémorragie cérébrale massive. Accident vasculaire. Le côté droit du corps est partiellement paralysé. La conscience est fluctuante. Le pronostic est défavorable. L'aide aurait pu le sauver, dira plus tard Miaznikov, si elle était venue dans les premières heures. Le retard est qualifié, dans ses souvenirs publiés des années plus tard, de criminel. Mais le mot, à l'époque, n'est prononcé par personne à voix haute.
Staline agonise 3 jours. 3 jours pendant lesquels le Présidium se réunit à Kuntsevo, dans le salon où l'on rédige déjà les communiqués, où l'on prépare les successions, où l'on s'habitue, lentement, à l'idée que le maître va mourir. La mort survient le 5 mars 1953 à 21h50. Le communiqué est prêt. Il est radiodiffusé le 6 mars au matin. La formule est froide, presque administrative. Le dirigeant du peuple soviétique est décédé après une longue maladie. Deuil sur tout le territoire de l'Union. Funérailles le 9 mars, salle des colonnes. À Odessa, le 6 mars au matin, Zhukov reçoit le télégramme. Il le lit debout, dans le bureau du commandement du district militaire, avec 2 officiers en face de lui, qui ne disent rien. Tovarich Staline est décédé après une longue maladie. Deuil sur tout le territoire de l'URSS. Funérailles le 9 mars, salle des colonnes. Le maréchal replie le télégramme. Il ne pleure pas. Il ne parle pas. Il prend une feuille, un crayon, note 3 mots. Ensuite, il demande à partir pour Moscou. Le 9 mars, la salle des colonnes de la maison des syndicats est noire de monde. Le cercueil est posé sur une estrade, sous les ors de la Russie impériale réinterprétée par les soviets. Zhukov est là, en grand uniforme, parmi les maréchaux, les généraux, les membres du Présidium. Il croise Beria, qui le salue d'un signe de tête et qui sourit, un sourire qu'il décrit ensuite dans ses notes comme « celui d'un homme qui se considère vainqueur ». Il croise Malenkov, qui évite son regard. Il croise Khrouchtchev, qui lui serre la main avec une fermeté étudiée. Aucun d'eux n'avait de chagrin sur le visage, note Zhukov le soir même. Seulement une concentration d'hommes qui résout des tâches importantes. Les obsèques sont grandioses, mais le maréchal n'y voit qu'une chose, la mécanique du pouvoir qui continue de tourner et qui a déjà commencé à se redistribuer. Beria, en cette journée, croit avoir gagné. Il est redevenu l'homme fort du régime. Il contrôle le MVD. Il fait reculer Khrouchtchev. Il sourit devant les caméras et sa voix de velours porte jusqu'au fond de la salle. Zhukov, qui l'a dénoncé quelques jours plus tôt à Staline, regarde ce sourire et comprend que les cartes ont changé de main. Staline avait promis, dans le bureau du Kremlin le 2 mars au soir. Si l'information se confirme, vous l'apprendrez. Peut-être pas tout de suite, peut-être dans des mois, et vous comprendrez alors que cet entretien vous a sauvé la vie. L'information se confirmera en partie. Beria sera arrêté quelques mois plus tard, jugé, exécuté. Mais Staline, lui, n'a pas eu le temps d'agir. Le 3 mars, jour où Zhukov partait pour Odessa et où Staline s'effondrait à Kuntsevo, le piège qui devait broyer le maréchal s'est suspendu tout seul. La corde s'est relâchée, non pas parce que Staline l'avait voulu, mais parce que le bourreau est tombé sur le tapis, la tempe contre le bureau, seul dans une pièce fermée, sans personne pour ouvrir la porte. Zhukov ce soir-là rentre à Odessa. Il n'a pas encore compris que la phrase de Staline « Cet entretien vous a sauvé la vie » n'était pas une formule rhétorique. Il ne le comprendra vraiment qu'en juin, quand Beria sera arrêté et que Khrouchtchev, en petit comité, lui fera comprendre que les notes du 2 mars ont existé et qu'elles ont pesé dans la décision. Pour l'heure, le maréchal sait seulement ceci. Il est vivant. L'homme qui voulait sa mort ne l'est plus, et le pouvoir qui l'a humilié vient de perdre la tête. C'est mince. C'est énorme. C'est tout ce qui sépare, parfois, la disgrâce de la tombe. Quelques mois après les funérailles, le communiqué tombe, sec, presque joyeux dans sa brutalité. Beria est arrêté. On l'accuse de haute trahison, de dépassement de pouvoir, de crime contre le peuple soviétique. Le procès est rapide, à huis clos, sans témoin, sans avocat. La sentence est exécutée dans les sous-sols d'un lieu que personne ne nomme. Zhukov apprend la nouvelle par la radio, dans son bureau d'Odessa,
un matin de décembre 1953. Il note la date dans un carnet, puis referme le carnet. La promesse de Staline, ce fameux « vous l'apprendrez », vient d'être tenue, à retardement, par d'autres mains que celles du maître. Mais à qui Zhukov doit-il la vie au juste ? À un homme mort sur un tapis ? Ou à ceux qui ont laissé le tapis se vider de son occupant ? Car la suite du récit mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle dit beaucoup, elle aussi, sur le poids des années staliniennes. Zhukov reste à Odessa près d'1 an, dans ce poste doré purgatoire qu'on lui avait promis au soir du 2 mars. Puis, un matin, sans explication, on le rappelle à Moscou. Un poste élevé, à la hauteur de son nom, presque à la hauteur de son prestige. Puis, de nouveau, on l'écarte. Puis, de nouveau, on le rappelle. Carrière en bascule. Comme un pendule qui oscille entre la disgrâce et la grâce, sans jamais se fixer. Khrouchtchev, qui l'a un temps célébré, finira par le tenir à distance. La réforme de l'armée, à la fin des années 50, est un dossier où Zhukov a des opinions, où il dérange. On l'invente peu à peu bouillant, prétentieux, incontrôlable, alors qu'il n'est qu'un soldat, habitué à la clarté des ordres, perdu dans un monde où les ordres, justement, se négocient en 3. Et c'est ici qu'une autre voix entre dans le récit. Une voix contemporaine, venue de l'autre bord du temps. Année 2023, Moscou. Le bâtiment massif des archives russes d'histoire sociale et politique, dans un quartier discret, presque administratif. Bureau 217. Un historien du nom d'Andrei Sokolov, la cinquantaine, des lunettes fines, un amoncellement de chemises sur la table. Sokolov travaille depuis des mois sur des documents déclassifiés en 2022, relatifs au printemps 1953. Ce qu'il cherche, dit-il, ce n'est pas la vérité. Ce qu'il cherche, c'est la liste des mensonges qui ont pris sa place. Car 3 versions de la mort de Staline circulent depuis des décennies. La première, officielle, est celle qu'on enseigne encore dans les manuels. Mort naturelle, hémorragie cérébrale, usure d'un homme âgé, malade, épuisé. La deuxième, conspirationniste, fait de Beria l'empoisonneur, le maître d'œuvre d'un crime imitant l'AVC, utilisant des substances lentes, impossibles à détecter après la mort. La troisième, plus retorse, plus documentée, n'a pas de coupable unique. Elle parle d'un groupe, d'une atmosphère, d'une décision collective, à la fois diffuse et terrifiante. Khrouchtchev, Malenkov, Kaganovitch, Boulganine, tous, à des degrés divers, auraient vu dans la maladie du maître une occasion autant qu'un danger. La fin de Staline, c'était l'espoir d'une autre politique. La prolongation de Staline, c'était la perspective d'une nouvelle vague de répression. Tout le monde au présidium a pesé l'un, redouté l'autre. Sokolov étale ses pièces sur la table. Un procès-verbal du présidium daté du 28 février 1953, 5 jours avant l'attaque, où il est question de nécessité de prévenir une nouvelle vague de répression. Une note de Khrouchtchev à Malenkov, datée du 1er mars, d'une écriture hésitante. Il faut agir avant qu'il n'agisse. Un compte-rendu d'une rencontre chez Malenkov, le soir du 2 mars, l'heure même où Zhukov plaidait sa cause dans le bureau de Staline, rencontre dont les participants parlent de cadre et de succession. Et surtout, le procès-verbal d'interrogatoire de Beria, en juillet 1953. Beria qui nie tout, qui plaide la fable, mais au détour d'une page, une phrase, rayée par l'enquêteur, mais restée lisible en marge. La décision de retenir les médecins fut collégiale, prise par tous les membres du présidium. La phrase est terrible, parce qu'elle ne désigne personne et qu'elle implique tout le monde. Sokolov cite encore les souvenirs du docteur Myasnikov, rédigés dans les années 60, publiés peu à petit depuis 2022. Myasnikov nomme, sans détourner les yeux, Khrouchtchev, Malenkov, Boulganine. Il décrit l'inaction, l'hésitation calculée, la concertation qui dure des heures pendant qu'un homme agonise à l'étage au-dessus. Beria, dit-il, se tenait à l'écart, comme un observateur. La formule est accablante.
parce qu'elle distingue Beria du groupe sans l'innocenter, et qu'elle fait de la mort de Staline non pas un meurtre, mais un refus de sauver. Et puis viennent les papiers de Zhukov, saisis en 1957, rendus à la famille dans les années 90, publiés depuis par bribes. 5 fragments surtout, lus par Sokolov dans la lumière pâle de son bureau, à voix basse, comme on lit un testament. Le 3 mars 1953, dans le train qui l'emmène à Odessa. Je vais à Odessa. Je ne peux me défaire de l'impression d'avoir été utilisé. Vinogradov a disparu. Peut-être n'a-t-il jamais existé. Le 10 mars, après les funérailles, Beria souriait près du cercueil. Khrouchtchev et Malenkov aussi. Tous souriaient pareillement. En avril, après le retour à Moscou, mon information sur Beria a-t-elle été vraie, ou m'a-t-on refilé une désinformation? En mai, après l'arrestation de Beria, la longue liste d'accusations ne contient pas l'essentiel. Il en savait trop sur ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. En juin, presque serein, Staline savait qu'on conspirait autour de lui. Pas le complot de Beria, le complot de tous. C'est ce dernier fragment qui serre le cœur, parce qu'il donne au maréchal, vieilli, disgracié de nouveau, une lucidité qui ressemble à une grâce triste. Staline, en mourant, n'a pas sauvé Zhukov. Il a simplement ouvert une fenêtre par laquelle d'autres peuvent encore être sauvés. La phrase de Sokolov dans l'article qu'il rédige et qu'il intitule « Mars 1953, nouveau regard sur de vieux événements » multiplie les « peut-être » et les « il est possible que ». Pas de conclusion tranchée, pas de coupable désigné. L'hypothèse, écrit-il, qui tient la route est celle d'un complot collectif passif, non pas un meurtre actif, mais un refus de sauver, ce qui est à peine moins. Les personnages meurent ensuite, comme meurent tous les personnages de ces histoires-là. Beria, fusillé en 1953, ses secrets emportés avec lui. Khrouchtchev, disgracié en 64, mort en 72. Malenkov, envoyé en ambassade, mort en exil intérieur. Zhukov, lui, survit à tout. Survivre lui suffit. Il termine sa vie en 1974, à 77 ans, dans son appartement moscovite, entouré de livres, de médailles, de journaux intimes qu'il n'a jamais publiés. Il n'a jamais connu la vérité complète. Il n'a jamais su, jusqu'au bout, si Staline avait eu l'intention de le faire exécuter cette nuit-là, ou si cette nuit-là n'avait été qu'un test, un piège pédagogique, destiné à lui faire sentir le fil de la mort autour du cou. Il n'a jamais su non plus si Vinogradov, le mystérieux médecin, avait vraiment existé, ou si le nom n'avait été qu'un leurre soufflé par un informateur, pour éprouver sa loyauté, ou pourtant un autre piège à Beria, par maréchal interposé. Et c'est peut-être cela, le dernier mot de cette histoire. Le piège que Staline voulait refermer sur Zhukov n'a jamais été actionné, parce que son auteur est tombé avant d'avoir pu serrer le dernier nœud. Mais un autre piège, plus large, plus flou, plus lent, s'est tendu en même temps, un piège qui avait la mort d'un seul homme pour cible, et dont les auteurs étaient assis, le 4 mars au matin, dans un salon de Kuntsevo, à délibérer sur l'opportunité d'appeler un médecin. Le maréchal Zhukov, qui avait sauvé le pays pendant la guerre, devint un pion dans le jeu politique du temps de paix. Un soldat habitué à la clarté des ordres militaires, tombé dans un monde où la vérité ne se distingue pas du mensonge, et les alliés des ennemis. C'est la phrase que Sokolov note dans son article, presque en conclusion. C'est aussi, peut-être, la seule phrase que l'histoire accepte de signer en bas de page, sans avoir besoin de faux témoins pour la corroborer.